ressemble pas, autant nous avons toujours un public varié, diversifié, qui se distingue toujours par la façon d'applaudir. Voilà. Il y a des publics qui sont chocs, il y en a qui sont moins chocs, et puis il y en a comme ceci, très très chocs. Et oui, et tout cela dans une seule intention. Vous donner la joie de vivre, vous donner le goût de la vie et vous permettre de pouvoir gagner votre journée. C'est important. Même si vous avez raté la première partie, soyez sûr que la deuxième partie, vous ne la raterez pas. En tout cas, aujourd'hui, on parlera diaspora. Aujourd'hui, on parlera solidarité. Aujourd'hui, on parlera union, unité, si vous le voulez. En tout cas, merci d'être là, car à 12h GMT, on est tous... Avec bonheur. Et c'est un plaisir pour moi, chers téléspectateurs, de vous annoncer que pour ce mercredi, je suis avec 6 charmantes dames. Priscille la dégameuse pour vous. Et oui. Et juste à ma droite, elle, c'est Méliane Cuny. C'est vrai que les femmes ont le pouvoir, mais souffrez quand même qu'on ajoute un homme à l'équipe, même s'il est incontournable. Docteur Philo. Qu'est-ce qui se passe? Non, tous les jours ne se ressemblent pas quand même. Quelqu'un avec qui on essaie d'être chaque fois, Philo, vous ne savez ce que j'ai dit trop, c'est trop, et vous dites Philo. Quand on dit trop, c'est qu'on a le bord et que ça fait mal. Moi, je rentre au pays. On ne peut pas couper l'eau à Paris. Ils ont coupé l'eau à Paris. Je suis venu chercher l'eau à Côte d'Ivoire. Non, mais non, c'est pas possible. Ça va pas. On a coupé l'eau à Paris. Mais Tito, mais là, je suis là, mais ça peut, les gens, ils sont pas du tout sérieux, les Ivoiriens à Paris. Aucune ne m'amène une goutte d'eau parce qu'on a coupé l'eau chez moi. Mais dis donc, tu trouves ça normal, toi? Mais c'est pas normal, Tito. Alors moi, je m'en fous, je prends les claps et je rentre au pays parce que là, mais c'est pas possible, pas de solidarité. Aucune Ivoirienne ne m'a aidé à chercher l'eau. Je prends l'eau. C'est moi ça. Je rentre au pays. Et moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que en venant, il parle comme un Ivoirien. Et puis, une minute après, il change d'accent. Oui, c'est chaud. Quand c'est chaud, ben là, il faut retourner sur ses racines quand même, je vous en prie. C'est bon, je préfère. Ouais, pas de l'eau à Paris, on ne me soutient pas. Je préfère chercher l'eau à Brita Quembri. Et vous avez bien raison. Juste pour savoir, à Paris, vous n'étiez pas par hasard dans le même quartier qu'Eskelly? Parce que non, moi je suis pas. Moi je suis pas là. Moi je suis à Château-Rouge où là tout est chaud et les Ivoiriens qui sont à Château-Rouge ne viennent pas me soutenir. Alors merci, on vous remercie, docteur Philo. Merci beaucoup. Nous allons à présent recevoir notre invité témoin, mais avant, je vous fais lecture du thème du jour. Mon rêve, voir la communauté ivoirienne unie et solidaire à l'extérieur. Notre invité se nomme Didier Monceau. Merci de le recevoir à la façon c'est midi. Et oui, Didier Monceau est donc notre invité témoin du jour. Tout de rose vêtu. Eh bien, cela fait bientôt 2 décennies qu'il vit à Paris. Didier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On est heureux et on profite pour faire un gros coucou à tous les Ivoiriens de la diaspora, tous ceux qui nous regardent. Ils sont vraiment friands de cette émission. On le sait, on vous embrasse, on pense à vous et nous allons trouver le moyen de vous faire une émission spéciale diaspora. On va travailler là-dessus avec, bien sûr, la responsabilité, j'allais dire, sous la houlette du rédacteur en chef, travailler sur une émission spéciale diaspora. Ça va vraiment le faire, hein, franchement. Alors Didier, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, nous allons la prêter à notre docteur en humour. Docteur Philo, on vous retrouve pour le thème du jour. Merci beaucoup de me donner la parole et dis que c'est...
Merci public. Et donc, c'est vrai, l'union, la solidarité dans la communauté ivoirienne à l'extérieur, c'est bon, c'est une bonne idée. Et votre rêve sera réalisé au sorti de cette émission. Vous avez dit, c'est la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Quand on est unis et qu'on est discipliné, qu'on travaille, il y a la solidarité qui s'impose à nous. Moi, je dis que cette devise-là doit nous suivre partout où les Ivoiriens vont. Vous savez, c'est pourquoi on parle de diaspora. Diaspora, c'est comme disposer, ça vient du latin lusophone. Diaspo, disposer. Et quand vous êtes disposé pour ton prochain, et cette disposition est devenue rare. C'est pourquoi on parle de diaspora. Diaspora. Et la disposition, elle est très rare. Moi, je dis, on a vu tous les thèmes ici. On a reçu, oui, c'est ça. On a reçu les invités ici, que ce soit l'esclavage en Libye, que ce soit l'immigration clandestine. On a dit que la base, le socle même de tout, tous je dis quoi, comment ça s'appelle quand c'est pas bon, on m'a dit, il y a vertu, quand c'est pas bon, comment on dit ça? Les méfaits, tous ces fléaux-là, la base, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la terre natale, c'est-à-dire tout commence ici. Les gens, ils ne sont pas solidaires de l'autre côté. Il y en a même qui vont même à la rencontre même de leur comment, manque de solidarité. Comme à quelqu'un, on te dit que toi, tu vas à Paris dans 2 semaines, 3 semaines. Déjà, tu fais post sur Facebook. Déjà, c'est toi qui as ton téléphone, tu fais les directs. Tu es là. Et puis, tu sais même pas quoi arriver. Tu t'adresses à ceux qui sont là-bas. Oh, vous savez qu'il y a resté là-bas, quoi. Vous ils vont plus loin, jurer les gens, partant, on va faire là, on va gâter le coin. Vous pensez que quand vous allez là-bas, les gens vont bien vous accueillir? Quand vous allez là, il faut vous mettre les bâtons dans le rue, ça c'est sûr. Donc il faut avoir cet esprit de solidarité là déjà. Prenons l'exemple sur certaines communautés qui sont ici. Regardez les Mauritaniens. Pourquoi chaque fois qu'on voit, il y a toujours des Mauritaniens qui boutique. Mais déjà, il y a une délégation qui va l'accueillir à l'aéroport. Et quand ils viennent, on leur dit, le peuple, vous allez là, faites très attention. Quand vous allez dans telle communauté, les Ivoiriens, vous allez, si vous devez nettoyer les hôtels de quelqu'un, même si ça ressemble à Usain Bolt là, il ne faut pas se moquer de lui. Le jeune Irouka, il comprend, il est disposé. La communauté libanaise, on a reçu un Libanais ici, ils sont tellement solidaires que les solidarités là même vont mal. C'est pas si eux-mêmes ils vont faire les malades. On a reçu ici, c'est la solidarité au niveau des Libanais. Mais au niveau du Bataclan, il n'y a pas de solidarité là-bas. Non, mais quand on est solidaire, même quand les artistes ivoiriens vont là-bas, si vous êtes solidaire, le Bataclan, on ne peut pas taper poteau là-bas. Ça va dire, mais si vous boycottez les spectacles de vos frères ivoiriens, mais il va toujours taper poteau. Donc c'est cette solidarité-là qu'il faut, même les Ivoiriens, vous allez. Quand l'éléphant joue, les gens supportent les éléphants, vous allez jouer pour supporter PSG, alors que l'éléphant est là, il n'y a aucun supporter ivoirien dans la tribune. Soyons solidaires, c'est ce qui peut nous amener de l'avant. Et votre rêve sera réalisé. Je vous en prie. Merci beaucoup, Docteur Philo. La question du micro-trottoir est la suivante. Les Ivoiriens à l'étranger sont-ils solidaires entre eux? Voici les réactions. Les Ivoiriens à l'extérieur sont solidaires. Bon, il y a eu un cas qui m'est parvenu sur Facebook, où il y avait 2 Ivoiriens qui se sont fait battre par des Camerounais au Maroc. Et la communauté ivoirienne s'est levée pour venir en aide à ces 2 sœurs-là, pour régler un peu ce conflit-là. Donc je pense qu'à l'extérieur, quand même, les Ivoiriens sont solidaires. J'y pense bien souvent parce que moi, je fais un peu le Ghana. Quand j'arrive là-bas avec mes frères qui sont là-bas, on collabore bien, on s'entend bien, on cause, on rit, on sourit. Comme il le faut. Bon, selon mes propos, ils sont solidaires. Quand ils arrivent là-bas, mes frères qui sont là-bas m'accueillent bien. Je pense qu'au niveau des États-Unis, comme au niveau du Canada, où j'ai des connaissances, il y a déjà des personnes qui s'organisent. C'est-à-dire que les ressortissants, ceux qui sont déjà là-bas, ils s'organisent déjà pour une bonne insertion des autres, des uns et des autres, au niveau de la diaspora. Donc, une fois qu'une personne arrive et que la personne... Déjà, ils savent que la personne aura besoin de tel ou tel élément, que ce soit des fauteuils et autres. Les gens s'organisent pour permettre l'insertion de ce dernier. Et la chaîne est tournante. C'est-à-dire que chaque fois qu'un autre individu vient, une fois qu'il se fait signaler au niveau de la diaspora de l'autre côté, il s'organise et puis il facilite son insertion. Effectivement, les Ivoiriens à l'extérieur du pays sont solidaires. Parce que, par exemple, moi j'ai été aussi au Gabon durant 3 ans. Il y avait une solidarité malgré qu'on ne se connaissait pas. Mais on s'entendait très bien comme si on était des frères. Pour moi, ils ne sont pas solidaires parce que là-bas, quand ils ont de l'argent, ils n'ont pas l'envie d'aider leurs camarades. Ils ne voient pas la nécessité d'aider leurs prochains. Quoi. Parce que quand eux ils ont réussi, c'est tout pour eux. Quoi. Eux, c'est eux seulement qui regardent. Donc pour moi, ils ne sont pas solidaires.
Chacun son expérience et son avis. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons aujourd'hui Didier Monceau. Didier, avant d'aborder le chapitre de votre rêve, il faut dire que vous êtes producteur et distributeur audiovisuel et vous vivez à Paris depuis près de 20 ans, sans oublier que vous êtes le frère cadet du célébrissime David Monceau. Effectivement. On aurait dû quand même s'en douter. Hein. En tout cas, merci d'être sur le plateau de C'est Midi. Alors, la question que j'ai envie de vous poser déjà, je sais que votre grand frère, il excelle dans le showbiz. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a conduit dans ce domaine? Tout simplement parce qu'on a baigné dans ce métier-là depuis quand on était petit. On avait notre père même qui était déjà producteur et organisateur de spectacles. Donc, on a vécu dedans depuis tout petit. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, on a aimé ce métier-là, raison pour laquelle nous sommes aventuriers là-dedans. Et les choses ont peut-être un tant soit peu été facilitées par le frère, par le oui, grand frère. beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour lui rendre hommage, parce que en mine de rien, c'est quand même le seul Africain qui a pu rendre la musique africaine très importante à l'extérieur. Donc, je lui tire mon chapeau. Enfin, l'un des rares, peut-être. Voilà. Et c'est un peu comme un exemple pour moi. Donc, ça revient toujours au galop. Bravo à lui. Et puis, c'est un monsieur qui fait vraiment un grand travail. Alors, c'est vrai que vous lui emboîtez le pas, mais vous n'avez pas toujours vécu dans son ombre. Comment vous êtes parvenu à vous faire une place au soleil du côté de la France? Ben, c'est très simple. Quand je suis arrivé au départ, j'étais dans l'aéronautique. Et après, il y avait une possibilité de pouvoir sortir de là, puisque les étrangers n'avaient pas d'avenir dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai profité de l'occasion. Je suis sorti de cette boîte-là et après, j'ai monté la première boîte de distribution audiovisuelle à Paris. Mais qu'est-ce qui faisait la difficulté? Qu'est-ce qui faisait que les étrangers, en particulier les Noirs, n'avaient pas beaucoup de chance dans ce domaine? Tout simplement parce que l'aéronautique, c'est un secteur d'activité qui est très, très strict. C'est le ministère de la Défense française. Donc, l'évolution là-bas est très, très difficile. Parce qu'à partir du moment où vous êtes étranger, vouloir évoluer dans ce domaine-là, vous allez acquérir des techniques de connaissances qui peuvent vous permettre d'aller ailleurs. Donc, la France protège ce côté-là. Et après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et vous avez travaillé là-dedans pendant combien de temps? J'ai travaillé dedans pendant 5 ans. 5 ans. Et je voulais évoluer parce que mon idée, c'était de devenir ingénieur. Et par la suite, ce qu'on me proposait, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, c'est à partir de là que j'ai dévié. Il donnait une certaine somme aux gens qui veulent sortir de la boîte. Donc, à l'époque, je me rappelle, ils m'ont donné 52 000 euros. Et c'est ce qui m'a permis de monter ma boîte de production et distribution. Est-ce que ce n'était pas prémédité tout cela? Non, en fait... Vous dites, au lieu de rester là et puis toucher tel nombre de francs, ça ne va pas m'arranger avec toutes les charges qu'il y a. Après donc, aussi, il faut savoir que c'est un métier qu'on a aimé. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, ça revient toujours au galop, quoi. Voilà. Donc, raison pour laquelle je me suis aventuré là-dedans. Je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça m'a permis de m'imposer. Et il faut dire que vous êtes le premier Ivoirien à avoir eu la distribution, le marché de la distribution de disques. C'est ça. C'est bien cela, en France. À l'époque, c'était DSM. Chapeau, j'ai envie de dire. C'était DSM Production. À l'époque, c'était DSM Production. On était à Paris, dans le 17e arrondissement. Donc, grâce au travail qu'on a effectué, on a réussi à imposer les sketchs de Akissi Delta qu'on appelle Ma Famille. Donc, Ma Famille a permis à d'autres communautés africaines de s'initier dans ce genre de choses. Et on a bien travaillé sur ce coup-là. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire merci à Akissi Delta. Grâce à elle, d'autres communautés ont essayé de faire la même chose. Et on a tout évolué.
Il y a quand même des Ivoiriens qui travaillent et ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez, puisqu'on parle aujourd'hui de solidarité, on parle de la diaspora, vous pouvez quand même nous peindre le tableau des réalités des Ivoiriens au niveau particulièrement de la France, puisque c'est là que vous vivez? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France. Il y a beaucoup qui essaient de s'en sortir. La France n'est plus facile comme avant. Beaucoup de difficultés. Mais le seul reproche que je fais à ma communauté, c'est les difficultés qu'on rencontre entre nous-mêmes. Voilà. Les Ivoiriens en France ne sont pas trop solidaires. Voilà. Ils ne sont pas solidaires dans la mesure où, quand moi j'ai créé ma boîte de production, les difficultés que j'ai commencé à rencontrer, c'était au niveau de nos CD et DVD qui étaient recopiés par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc à chaque fois qu'on sort une œuvre qui fonctionne, ils recopient derrière et ils le revendent moins cher que nous. Donc ça nous a créé des difficultés pendant presque une dizaine d'années. Et financièrement parlant, ça commençait à être difficile. Et en même temps, ce qui nous a sauvés aussi, on a eu l'évolution et le changement du numérique à l'analogique au numérique. Voilà. Donc, on est passé au système de téléchargement. Après, il faut avoir des connaissances et des capacités. Donc, à partir de là, on n'a plus eu affaire aux pirates. Comme maintenant, c'est de la technique intellectuelle sur le plan informatique et tout ça, c'est comme ça qu'on a pu évoluer tranquillement, quoi. Donc, aujourd'hui, nous avons une grosse structure de distribution numérique. Mais est-ce que ce que vous avez vécu à ce niveau-là est suffisant pour affirmer aujourd'hui que les Ivoiriens, au niveau de la France, ne sont pas solidaires entre eux? Oui, ça c'est un exemple. Parmi tant d'autres, voilà, peut-être? Il y en a plusieurs. Bon, je vais prendre un exemple qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre et puis novembre. Vous savez, quand on parle de production, on parle en même temps de communication. Tout à fait. Donc on avait mis en place une boîte de nuit qui allait nous permettre de promouvoir et propulser encore la musique ivoirienne. Après un mois de travail, on a effectué des grands travaux dans cette boîte de nuit. Et on a fait une ouverture. Une semaine après, la boîte a brûlé. Il y avait des caméras de vidéosurveillance. Vous savez, on est en France. On ne peut pas vandaliser quelque chose et puis ça va rester dans l'ombre. Donc une première fois, on a confié l'affaire à la police. Pendant que la police menait des enquêtes, nous, on a essayé de refaire encore les travaux derrière. Après, la réouverture. Une semaine de travail, donc 4 jours de travail. Le mardi qui a suivi, ils sont venus encore brûler. Donc ça fait 2 fois en un mois. Et là, ce qui me rassure dans la suite de votre raisonnement, c'est qu'il y avait des vidéos de surveillance. Voilà. Donc on a dû voir on a les vu auteurs. les personnes qui l'ont fait. Donc, vous savez, après, ça devient une affaire d'État. Des gens qui ont brûlé une société, la justice française va s'en occuper. Donc nous, quand on nous a donné les identifications de ces auteurs-là, on a vu que c'était nous-mêmes nos propres frères. Ah non. Donc du coup, on a essayé de calmer les choses pour ne pas que ça arrive trop loin. Voilà. On a essayé de retirer notre plainte pour ne pas parce que ces personnes-là risquaient la prison à vie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Plusieurs choses comme ça. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les avis sont un tout petit peu partagés parce qu'il y en a qui disent ou qui prétendent que les Ivoiriens sont solidaires. Ça dépend peut-être de la ville ou du pays où on se trouve. Et il y en a d'autres qui disent que les Ivoiriens ne sont pas du tout solidaires. Bon, vous, apparemment, vous avez vécu de mauvaises expériences avec les Ivoiriens. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Quelle est votre analyse? Après, moi, je pense que c'est des choses qui ont été faites et constatées. D'accord? Là, je ne viens pas sur le plateau pour dire des choses pour dénigrer ma propre communauté. Ça fait près de 20 ans que je suis en France. Je sais de quoi je parle. Voilà. La preuve en est que les difficultés continuent toujours. Aujourd'hui, les gens sont partis. On n'a plus le courage de vouloir les aider. Parce que quand vous voulez aider vos propres frères, c'est eux qui vous mettent les bâtons dans les roues. Voilà, je vais donner un exemple tout simple aussi. J'ai été le premier Ivoirien à monter un centre de formation sur la coiffure africaine. Parce qu'on sait très bien que la coiffure africaine existe depuis des années, mais elle n'est pas matérialisée par un diplôme. Elle n'est pas aussi reconnue sur le plan international. Donc moi, j'ai eu cette idée-là de monter la structure. J'ai mis 4 ans avant d'avoir les autorisations. Ça a été publié officiellement au mois de novembre
2017. OK. J'ai recueilli des Ivoiriens qui ne savaient rien faire de leurs 10 doigts. Je les ai formés. Bon, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que... Ça n'a pas marché. Voilà. Ces mêmes Ivoiriens ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues. Comment? Je m'explique. On a un carnet d'adresses où on met tous nos clients. Ils ont récupéré ce carnet d'adresses et ils vont coiffer les gens chez eux. Ah. Donc, du coup, sur le plan financier, on a c'est pas du tout loyal, voilà, ça. Voilà. Donc, c'est des exemples comme ça. Après, il y a eu plusieurs choses. Donc, ce serait mieux que les Ivoiriens s'entendent. On a réussi aussi à monter une association qui est l'AMPPC. Avant de revenir à l'association, déjà, je voudrais que vous nous disiez ce que vous remarquez chez les autres communautés. Comment elles se comportent au niveau de la France? Je vais prendre l'exemple des Sénégalais. Voilà. Une fois, il y a une dame qui est venue dans mon centre de formation pour venir inscrire sa fille pour faire de la formation. Elle a tellement apprécié ce que j'ai mis en place. Elle avait une association qui récompensait les jeunes Africains de la diaspora qui ont réussi. Voilà. Donc cette dame-là m'a invité et elle m'a remis un tableau d'honneur en tant que jeune Africain qui se débrouille très bien en France. Voilà. Et j'ai remarqué que pendant l'exposition de cette femme-là, il y avait beaucoup de Sénégalais. Et ils étaient vraiment unis. Quand je prends aussi l'exemple des Camerounais, ils sont unis. Quand vous allez dans les restaurants camerounais, vous trouvez tous les Camerounais qui sont assis là. Ils discutent, ça rigole, ça boit, tout le monde est content. Mais quand vous allez dans un restaurant ivoirien, c'est la bagarre. Alors, vous nous dites que vous avez été récompensé par une communauté. La communauté sénégalaise. Sénégalaise qui n'est pas votre communauté. Qui n'est pas ma communauté. Est-ce que les Ivoiriens ont déjà organisé un événement pareil pour reconnaître vos mérites? Oui, j'ai été reconnu en tant que meilleur distributeur de la musique africaine, voilà, en 2005. Bravo. Voilà, c'était un Ivoirien qui avait organisé ça. Mais justement, pour ces communautés, on va dire, qui sont solidaires, qui s'entraident, est-ce que vous, puisque votre rêve, c'est de voir la solidarité régner au sein de votre communauté, vous les avez approchés pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'il fait tourner la machine? Après, ça se voit, vous savez, quand les gens s'entendent, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça dépend, ça se voit dans la manière de se comporter et tout ça. Donc, au niveau des Ivoiriens, c'est différent. Ça se voit, mais il y a forcément une base. Non, moi je pense que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quand vous prenez par exemple les Sénégalais, un Sénégalais en dehors du Sénégal, quand il retrouve son frère sénégalais, c'est son frère sénégalais. C'est pas parce qu'il vient d'un autre village. Un Camerounais, quand il retrouve un Camerounais à l'extérieur, c'est son frère camerounais. Un Zaïrois aussi pareil. Mais un Ivoirien, quand il retrouve son frère à l'étranger, ce n'est pas son frère, c'est son ennemi. Donc moi, je pense qu'il y a une éducation de base et il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui essaie de s'inculquer ce genre de comportement-là. Il faut toujours respecter son frère, même s'il n'a pas la même ethnie que nous. Et cette base-là, notamment, doit partir d'ici. Voilà, effectivement, elle doit partir d'ici. Elle doit partir d'ici et elle doit faire partie aussi de l'éducation nationale. Il faut qu'on enseigne ça à nos frères. Parce que la jeunesse d'un pays... ça se fait. C'est parce que c'est pas peut-être... Voilà, la jeunesse d'un pays se repose sur la jeunesse. L'avenir. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de revoir ça. Oui, mais monsieur Monceau, moi, sans vouloir justifier l'attitude de ces personnes-là, vous, par exemple, vous avez été victime de certaines pratiques, on va dire, injustes. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ceux qui refusent de s'associer ou d'aider les autres, c'est parce qu'ils ont été eux aussi victimes quelque part de ce genre d'exaction? Oui, moi je pense. Je prends mon cas aujourd'hui. À force de vouloir aider, on me met les bâtons dans les roues. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus aider. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Parce que c'est vrai, vous le dites, nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont solidaires. Moi, je suis surpris, hein, parce que déjà l'année dernière, il y a eu un forum des Ivoiriens de l'extérieur qui a été organisé ici, un forum de la diaspora, où il y avait un thème, la diaspora ivoirienne à l'extérieur, 32e région de la Côte d'Ivoire. On a vu ça, on était heureux. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Après, il faut savoir une chose, que c'est maintenant que ça commence. Les gens ont commencé à comprendre tout doucement. Ces réalisations que vous dites là, ça date de pas longtemps. Voilà.
Moi, je parle de quelque chose qui date de très, très longtemps. Et ça ne peut pas dépendre de nous forcément parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes des faiseurs de stars. Donc, quand on fait la promotion d'un artiste, on parle bien de lui, on le vend. On est bien d'accord. Quand on investit sur un artiste, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour perdre. Mais le seul problème qu'on a avec les artistes, dès qu'ils commencent à être connus, ils prennent la grosse tête. Et moi, ce que je crois, je me dis, parce que quand on vit en communauté, on ne vit pas forcément avec des anges. Il y a forcément des gens qui sont bien et des gens qui ne sont pas bien. Les autres communautés, certainement, s'acceptent telles qu'elles sont, avec leurs qualités et avec leurs défauts. Peut-être que les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là de pouvoir s'accepter. Ils n'ont pas eu l'habitude de s'unir en communauté, de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est maintenant, puisqu'il y a une fédération qui existe, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Je pense qu'au niveau de cette fédération, les uns et les autres vont travailler à ce que cette solidarité tant attendue puisse être une réalité et montrer à chaque Ivoirien qu'en fait, on n'est pas des ennemis, on est des frères. Vous avez beaucoup de raisons. Entre autres, j'aimerais bien citer la raison qui a failli vous faire perdre la vie parce que vous avez aidé un de vos compatriotes qui a attenté à votre vie. Voilà, c'est ça. Et n'eût été la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous ne serez pas sur ce plateau. C'est ça, effectivement. Je ne vais pas donner le nom de l'artiste parce que je suis Nous l'avons même reçu sur ce plateau. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de dénigrer mes propres frères. Protéger les autres aussi. Si c'est un danger public. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, ce qu'il m'a fait, l'acte qu'il a posé... Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Voilà. En fait. Voilà. Vous n'avez pas dit son nom, mais on est un peu quaquato sur les bords. Hein, voilà. Bon, en fait, il m'a agressé avec une paire de ciseaux. C'était mon voisin en plus. Yako. Merci Seigneur de m'avoir épargné. Bon, il m'a agressé avec une paire de ciseaux. Donc j'ai eu une grosse blessure sur le front. Bon, Dieu merci, j'ai perdu beaucoup de sang ce jour-là. Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. D'accord? Les pompiers sont arrivés à temps. Les pompiers sont arrivés à temps. Et j'ai eu la chance aussi, comme Dieu ne dort pas, de tomber sur un bon médecin chirurgien qui m'a fait une belle couture. Aujourd'hui, j'ai encore la trace sur le front. Mais bon, ça ne m'a pas ôté la vie. Presque invisible. Hein? Voilà, Dieu merci. C'était un service que j'ai voulu rendre, encore une fois. Ce jeune homme était dans mon appartement. Quand l'artiste est passé, il l'a laissé dedans. Et il ne payait pas le loyer. Donc moi, je lui ai demandé de sortir. Et quand il est sorti, j'ai refait les travaux. J'ai pris ses affaires, j'ai gardé chez moi. Et le jour où il a réclamé, je suis allé lui remettre. Donc il avait un chèque de 650 € que j'avais gardé, qui était revenu à payer. J'ai dit, bon, tu prends ton chèque, tu me redonnes mes sous. Et il m'a dit, va chercher les espèces pour revenir. Moi, j'attendais tranquillement dans la voiture. Il est venu sur mon côté gauche, il frappe à la vitre, je baisse la vitre, il envoie le coup de ciseau. Donc, logiquement, hein, le coup de ciseau devait aller sur mon cou. J'ai eu le réflexe de baisser la tête, c'est comme ça que j'ai pris ça sur le front. Ça aurait pu être dans les yeux. Voilà, c'était la catastrophe. Et il insistait. Donc, je suis sorti. Bon, c'était un petit hein, comparé à moi. C'est cela. Voilà. Il a reconnu les faits. On l'a reçu sur ce plateau et justement, on a tenté de vous joindre ce jour-là. Malheureusement, le téléphone ne passait pas. Mais aujourd'hui, on a votre version des faits. Alors, on revient à votre rêve. On va dire, bon an, mal an, malgré tout ce que vous avez vécu, vous demeurez ferme, vous voulez aider vos frères ivoiriens, vous rêvez de voir les Ivoiriens être unis entre eux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour rendre ce rêve possible, pour que ce rêve se transforme en réalité? Vous aurez le temps de répondre à cette question juste après la pub. Chat, tweet, snap, live. Chez Move, dès 100 francs, vous avez Internet. Tapez étoile 303 étoile 3 dièse. Avec Move, profitez. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Elle se veut brève, cette page de publicité très courte. Et voilà, le sage Sissoko nous a rejoint sur le plateau. On revient donc à la question, ce que vous faites pour rendre possible votre rêve. Après, nous sommes beaucoup acteurs de beaucoup de choses. Voilà. Pas plus tard qu'au mois de décembre, on a fait un arbre de Noël
à Yopougon Place Figayo. On envoyait des cadeaux de la France pour donner aux enfants qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'avoir des cadeaux en décembre. Et pendant mon séjour, je suis passé aussi à la pouponnière de Yopougon pour apporter mon aide. Ce que nous faisons en France pour que ce genre de choses puisse se réaliser, nous-mêmes, on a déjà une association qui s'est mise en place depuis 3 ans. Donc c'est l'association des producteurs, managers, concepteurs de la diaspora. Et on essaie d'organiser ça au mieux pour mieux structurer le showbiz ivoirien en France. Voilà. On a beaucoup de jeunes managers qui ne sont pas identifiés, qui ont des problèmes de papier. Donc nous aussi, ça va être un moyen pour nous de pouvoir leur donner un coup de main. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de vous organiser en manager et tout ça. Mais vous avez dit que les Ivoiriens, vous avez généralisé pour dire que les Ivoiriens en Europe ne sont pas solidaires, alors que vous êtes dans un domaine bien précis. Et en France, tous les Ivoiriens ne sont pas forcément dans le secteur de la musique ou du showbiz. Qu'est-ce que vous faites pour que les Ivoiriens en général, je veux dire que ce soit la tante qui est là-bas, qui vend son poisson, ou qui est infirmier, enfin les Ivoiriens en général, retrouvent, voilà, vigile, enfin, peu importe, retrouvent cette solidarité, apprennent à redevenir solidaires, surtout pour des gens qui ont été blessés comme vous. Il y en a des tonnes, des milliers. Voilà, après, nous organisons des concerts, des spectacles. On organise aussi des soirées associatives. Donc, ça permet de faire revenir tout le monde. Et puis, on a des échanges. Donc, c'est sur ce genre de concept-là que nous sommes partis pour l'instant. Donc, il y a plusieurs associations qui sont mises en place. Et au fur et à mesure, on se donne les mains pour pouvoir réussir ce coup-là. Et surtout s'inspirer de d'autres communautés, telles que la communauté chinoise. Elle est tellement soudée que c'est vraiment impossible de pénétrer dans leur système. Voilà, voilà, on ne va pas tout déballer, mais franchement, les Chinois au niveau de la France, c'est une grosse machine. Ils sont impressionnants, il faut le dire. Quand vous arrivez dans leur communauté, vous ne pouvez même pas savoir qui est le grand frère, qui est le petit frère. Et vous n'allez pas savoir qui est décédé même. Voilà, il ne meurt jamais. Franchement, je ne voulais pas le dire. Bon. Non, mais vraiment, je veux dire que... Ils ont certainement compris que la solidarité équilibre la société. Je veux dire que quand on vit en Côte d'Ivoire, on vit chez nous, on est obligé d'être solidaire pour pouvoir travailler ensemble, main dans les mains et se développer. Et quand on va à l'extérieur, on est obligé de doubler, on va dire, cette union, cette solidarité-là. Parce que là, comme vous le disiez, il y a le racisme, il y a le regard des autres communautés. Il faut qu'on se mette ensemble parce que ça équilibre. Ça équilibre non seulement la société, mais ça équilibre la communauté et ça enrichit. Et comme on dit toujours, l'union fait la force. C'est cela. Si on est bien unis, on sera très fort. Parce que la communauté ivoirienne est bien respectée. On est beaucoup acteurs de beaucoup de choses dans le show business. Aujourd'hui, le coupé-décalé s'écoute partout. Aucune boîte en Europe ne fait une soirée sans jouer le coupé-décalé. Donc, sur ce plan-là, on est beaucoup connus. Maintenant, je pense que si on est solidaire, on ira encore plus loin. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et les Ivoiriens sont tellement talentueux. Et généralement, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est bon. C'est ça. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est bon. On parle d'hospitalité, on est hospitalier, on est bien, on n'est pas méchant. Nous, on est ici, donc, on est bien. Si on arrive à l'extérieur, on est obligé de montrer l'amour qu'on a eu l'habitude de manifester chez nous. Alors, je profite donc de cette occasion pour lancer un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora. Il n'y a vraiment pas intérêt à être désunis. Unissons-nous. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit ailleurs, soyons ensemble et nous allons évoluer. On a beaucoup de talent. Non, parlons de talent. Je ne sais pas qui pourrait rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Ça, faut le dire. Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est intelligent, on a du potentiel, mais tant qu'on sera divisé, il nous sera impossible d'aller très loin. Merci en tout cas pour ce témoignage, j'adore. Parce qu'on a besoin de changer, on a besoin d'être éduqué. Alors, oui, si tu vous le permettez. Allez-y. Je veux justement aller abonder dans le même sens et demander à M. Monceau, lorsqu'il rencontre les communautés, les associations, il faut essayer de leur faire comprendre aussi que le leadership, ce n'est pas une seule personne. Parce que je pense que c'est aussi ça
la source de ce manque de solidarité, parce que chacun veut dire j'ai réussi, je suis arrivé. Et puis il ne veut pas se laisser et dépasser. Puis, voilà, pourquoi tu vas Si quelqu'un venir... te dépasse là, est-ce que ça va empêcher toi ta réussite? Justement, donc il faut leur faire comprendre qu'en fait, chacun a son parcours, chacun a l'endroit où il doit arriver. Comme on dit, chacun a une destinée. Donc en aidant l'autre, vous n'allez pas forcément empêcher votre évolution, mais bien au contraire, vous allez être acteur de l'évolution de quelqu'un. Ça, c'est clair. Demain, on parlera de vous. Merci beaucoup. Je pense que le message a été reçu 5 sur 5. Et la cerise sur le gâteau, on retrouve tout de suite le sage Sissoko. Bonjour, M. Mousso. Bonjour. À vous attendre, j'ai l'impression que vous êtes assigné une mission. Une mission exaltante, passionnante, que noble. Et vous êtes déterminé, je le pense, je le sens en vous, à atteindre un objectif. Cet objectif n'est que essayer de ramener les Africains, ça c'est encore plus grand, mais les Ivoiriens surtout, à s'unir, à s'entendre, à se connaître et s'entraider, pourquoi pas, si besoin il y a. Et je crois que c'est ce que vous visez. Vous aurez, n'est-ce pas, la bénédiction du Tout-Puissant pour que vous atteigniez, n'est-ce pas, votre objectif. Amen. Et deuxièmement et troisièmement, parce que les Africains, la solidarité africaine est une chose africaine. La solidarité africaine, ce n'est pas une répétition, est une chose africaine. Les Africains sont solidaires, s'entraident. C'est le socle sur lequel l'Afrique est posée. Donc, je vous exhorte, n'est-ce pas, allez toujours dans ce sens-là. Faites appel à vos frères, faites-les asseoir et leur dire que nous avons intérêt à nous entendre, à nous unir. Et ça va prendre Qu'ils oublient le passé. Qu'ils oublient le passé. Il y a un dicton malais qui dit Nimita Irolo, Ikiboirolo. Parce que si vous ne savez pas où vous partez, au moins vous savez d'où vous venez. C'est ça l'Afrique. Parce que vous êtes à la diaspora, dans la diaspora, n'oubliez pas vos racines. Faites comme l'Afrique vous demande de le faire et vous irez beaucoup de l'avant. Merci infiniment. En tout cas, Didier Monceau, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. On n'a même pas eu le temps d'égrener tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire au niveau de la France. Vous faites vraiment honneur à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les parasites de la France, mais vous faites partie donc de ceux qui valorisent l'image des Ivoiriens. Et ça nous plaît énormément. Merci beaucoup d'être venu. C'est donc la fin de cette première partie. Et vous transmettrez nos salutations à votre grand frère, David Monceau. Alors, abordons à présent la question du jour. La fameuse question qui va vous permettre de gagner 100 000 francs cadeaux. Quel chroniqueur anime la rubrique C'est Culture Média? Réponse A, Jean-Michel Ona. Réponse B, Marie-Paul Adjé. Envoi A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. C'est une réalité. Il y a quelques jours, nous recevions sur ce plateau 2 personnes. Chacun est reparti avec la somme de 100 000 francs, chacune si vous voulez, personne. Mais bon, l'émission n'est pas encore terminée. Restez avec nous. Nous allons partir pour la chronique de Méliane. C'est Net Littérature. C'est parti. Mais voilà. Merci Caroline. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à demander comment faire les fiches de lecture, comment envoyer vos fiches de lecture. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu développer une application, mais plutôt vous présenter le process pour faire vos fiches de lecture. Il vous suffit simplement de lire une œuvre, peu importe l'auteur, peu importe le style aussi. Vous pouvez choisir une œuvre poétique, un roman, des fables, ça dépend de vous. Vous lisez l'œuvre, ensuite vous nous envoyez le nom de l'œuvre. Par exemple, l'œuvre qu'on va lire aujourd'hui, c'est Une vie volée. Donc vous mettez nom de l'œuvre Une vie volée. Vous mettez le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est Marcel Wingot-Godi. Le personnage principal, dans l'œuvre, vous avez forcément un personnage principal ou des personnages. Vous mentionnez ces noms. Ensuite, vous faites un résumé. Pas le résumé qui est derrière l'œuvre, mais le résumé selon vous, en vos propres termes. Et en fait, la moralité.
Parce que dans chaque œuvre, on a forcément une moralité quelque part. Donc, vous mentionnez la moralité. Vous nous envoyez ça à cnetlittérature@rti.ci. cnetlittérature en un mot, @rti.ci. Suivi évidemment de vos photos. Et on sélectionnera les meilleures fiches de lecture qu'on va récompenser. Donc, voici le process. C'est simple. Vous lisez des œuvres, vous envoyez vos fiches de lecture et vous repartez avec des ouvrages. On fera une émission spéciale avec vous. Toutes ces personnes-là qui envoient leurs fiches de lecture, on fera une émission spéciale et tout, et on va partager ensemble ce bien commun qui est la littérature. Pourquoi vous revenez là-dessus, toujours vous en parlez? Est-ce que c'est parce que les gens n'envoient pas les fiches ou bien les gens se trompent? Ils envoient les fiches de lecture, mais avec des erreurs. Avec des erreurs. Ah, des fiches erronées. Voilà. Donc le principe est de présenter la fiche de lecture pour que tout le monde puisse savoir. Parce que je reçois des mails pour demander comment on fait la fiche de lecture, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Voici les éléments de la fiche de lecture. Donc j'attends vos fiches de lecture à cnetlittérature@rti.ci. Aujourd'hui, je l'ai dit, on va étudier une œuvre, Une vie volée. Et je vais inviter ici Marcel Wingod-Gaudy à nous rejoindre. Sous vos ovations, bien sûr. Bienvenue. Bienvenue. Le micro, il marche. Vous allez bien? Ça va bien, grâce à Dieu. En tout cas, on est content de vous recevoir. Merci infiniment d'être venu. Et l'œuvre, votre toute première œuvre, c'est Une vie volée. En effet, Une vie volée. Vous avez choisi le style romanesque. On va dire que... moi, c'est elle qui a écrit l'œuvre là? Oui. Donc, coiffure comme ça, qu'on a papier. Ah, bah, nous, on voit ça, on se dit. Non, mais généralement, quand on voit une fille avec couleur comme ça, on dit oh, oui. Mais ça peut dire que. Allez-y, c'est bien. Je prends ça comme des compliments, donc merci à Philo. En tout cas. Ah, ok. Voilà, quelle odeur. C'est Beno. Donc, vous avez choisi justement le style romanesque pour raconter une histoire. Pourquoi avoir choisi ce style? En fait, déjà, le roman, c'est être dans la réalité avec le personnage principal, pour pouvoir permettre aux différents lecteurs de pouvoir comprendre, de se sentir dans l'action, l'esprit, la psychologie, au moment. Voilà un peu ce pourquoi on a voulu choisir. Je dirais, j'ai choisi le roman. Le roman. Vous avez dit lors de vos échanges, vous avez démarré l'écriture en 2012 et ce n'est que le 7 juillet 2016 que vous avez finalement sorti l'œuvre. Pourquoi tant d'années? Déjà, j'ai jamais rêvé être écrivain. Donc, ce sont des vers que j'ai écrits tout doucement au fur du temps. Et que c'était le moment, certainement, le moment de Dieu. Je suis chrétienne, donc c'était le moment de Dieu, le 7-7, pour que le livre puisse sortir. Voilà. Et en dehors de cela, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En dehors de ça, j'ai mes actions sociales que je mène. Je suis plus dans les actions sociales. Voilà, je pense qu'on va se limiter à ça. D'accord. Et dans cette histoire, vous dépeignez un fait de société qu'on trouve partout dans le monde. Vous dépeignez la situation d'une famille dans un pays en crise. Et on a reçu notre invité tout à l'heure qui parlait d'union. Quelle est la moralité qu'on devrait tirer de votre œuvre? La moralité que j'aimerais qu'on tire de cette œuvre, Marguerite Duras a dit, écrire, c'est se taire, mais hurler. Donc, c'était ma manière à moi de faire comprendre certaines choses, certainement que je ne pouvais pas l'exprimer partout. Donc, j'aimerais qu'on apprenne à s'aimer, comme l'autre a dit, que les valeurs morales, humaines soient celles qui doivent prévaloir dans nos sociétés. Voilà, surtout ça. Merci infiniment, merci d'être venu sur notre plateau. Et je vais vous inviter justement à vous, téléspectateurs, découvrez Une vie volée. Vous allez certainement aimer votre pays davantage, vous allez être plus solidaire, rempli d'amour. Et comme a dit M. Monceau, mais justement, dans ce roman, on présente des faits et après on incite à l'amour, en fait, à l'union, à la solidarité. Merci beaucoup. Merci Méliane, merci Marcel. Et puis, bon courage. La télé, c'est pas facile, hein. Mais bon, en tout cas... Je comprends. Vous avez fait votre effort et on est très content que vous ayez eu cette audace-là d'écrire. C'est pas donné à tout le monde. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Mélie, c'est bon? Oui.
on peut refermer la porte de votre chronique? Oui, on referme la porte en incitant les gens à envoyer leur fiche de lecture. Non, je te dis, Philo. Merci beaucoup, Myriane. Envoyez donc vos fiches de lecture et aimez la littérature, aimez la lecture. Sur ce, nous allons parler d'autre chose. Nous ouvrons donc une autre porte. Et cette fois-ci, il s'agit de Miss Intellect, un concours, le concours du meilleur projet féminin en milieu estudiantin. On va recevoir nos invités. Merci. Jean-Luc Niago et mademoiselle Touré Fatim. Touré Fatim, absolument, c'est vous. Bonjour. Bonjour bienvenue. Bonjour la Caro Gang. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce nom. Alors, ça va? Félicitations, j'ai envie de dire. Miss Intellect. Oui, Miss Intellect. Alors, Miss Intellect, c'est le concours du meilleur projet féminin en milieu estudiantin. Donc, on a voulu sortir du cadre de Miss qui a trait à la beauté pour pouvoir parler de l'intellect. Prouver aussi qu'il y a des filles qui sont belles, qui sont certes belles physiquement, mais qui ont aussi quelque chose dans la tête. Et apparemment, vous alliez les deux quand même. Oui, on allie beauté et intellect, mais on ne mise pas plus sur le physique, on mise plus sur l'intellect. C'est-à-dire le projet que ces filles-là ont à offrir. En fait. Et vous, quel est votre niveau d'études? Moi, je suis en licence 3 de communication. D'accord, c'est bien. Vous aimez ce que vous faites, hein? Oui. D'accord. Et vous excellez dans votre domaine? Oui. Alors, le concours se passe comment? D'accord. Le concours, on a eu à faire des présélections. Au cours des présélections, les filles venaient présenter le projet en 5 minutes, en bref résumé, parce qu'elles n'avaient pas d'expérience. Et au sorti de ça, ces filles qui ont été retenues se sont vues attribuer des mentors, des personnes aptes dans la matière à leur permettre de préparer leur projet, mieux préparer leur projet. Et en ce sens-là, à la finale, c'est-à-dire la finale se tenir le samedi 10 février, elles présenteront leur projet sous PowerPoint, sous forme de mini-soutenance, bien élaboré et tout. Et les 3 meilleurs projets se feront financer soit partiellement, soit totalement par notre marine. Ah si, je comprends bien, vous n'êtes pas candidate? Non, je ne suis pas candidate. D'accord. On va donc rappeler la date, c'est le samedi 10 février. Le samedi 10 février à partir de 19 h à la salle de théâtre de la Cité Rouge, Cocody Saint-Jean. D'accord. Jean-Luc Niago. Oui, très rapidement. Poser une question. Qui? L'accompagnateur? Alors, posez la question rapidement et peut-être qu'il répondra. Lorsqu'ils vont présenter leur projet, est-ce qu'à l'intérieur, ils devront développer aussi des business models ou c'est juste la présentation du projet? La présentation du... Elles vont présenter leur projet. J'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce qu'elles vont rajouter dans la présentation du projet les business models? Oui, on rajoute les business models. Okay. Merci infiniment. Vous avez quelque chose à rajouter rapidement? Bonjour, bonsoir. Merci. Je ne présente pas tellement. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'adore ce concept. J'adore ce concept et on est vraiment très fiers de faire la promotion de ce concept-là. Vous avez tous nos encouragements. Merci d'être passé sur ce plateau. Et voilà, nous sommes à quelques 2 minutes de la fin de cette émission. Eh bien, nous voulons rendre un hommage, hein. Avant de passer au spot, nous voulons rendre plutôt, j'allais dire, le monde de la mode est vraiment en deuil, vous le savez. Hier, malheureusement, nous avons appris le décès d'Alain Chapeau, ce célèbre coiffeur, malheureusement. Il nous a quittés, on ne le verra plus. Mais c'est un artiste, il demeure par ses œuvres, Dr Silo. Voilà. La pub pour nous permettre de digérer et puis on revient pour la fin de cette émission. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Voilà. C'est Raph? Non, c'est pas Raph. Alors, Caroline, excusez-moi. Oui. À tous ceux qui nous regardent, vraiment, excusez-moi. Ce que je vais faire là m'engage personnellement, même si je sais que M. Ondjou va me tuer, mais il fallait que je le fasse. Vous savez, sur Internet, quand on est personne publique... Venez là. Quand on est personne publique, il y a des gens qui se permettent de vous écrire des commentaires, de faire des insultes. C'est des choses auxquelles on ne répond pas forcément. Et ce jeune homme que vous voyez là, tu as eu le courage même de venir à l'émission.
Tiens le micro. Non, en fait, ça ne me fait pas rire du tout. Je vous explique. Quand on poste une photo ou on poste une vidéo d'une personne publique, les gens se permettent, tout le monde fait des commentaires, n'est-ce pas? Il y en a qui font des insultes. Ce jeune que vous voyez là a insulté ma mère. Mais Prissi, on ne peut pas régler les comptes à l'antenne. Non, j'ai décidé... On est en direct. Excusez-moi. Nous sommes en direct, on ne peut pas régler ça à l'antenne. C'est pour ça que je m'excuse. Mais j'ai tenu à le faire parce que je suis étonnée. Parce que je lui ai dit que j'allais l'attraper. Et il a eu le courage de venir même à l'émission. Pour vous dire que nous qui sommes personnes publiques, là, on est quand même des êtres humains. C'est-à-dire que... C'est le sang qui coule dans... C'est-à-dire que... Non. Prissi, moi je vous arrête. Est-ce que chaque fois que vous avez des commentaires sur Facebook, je ne réponds jamais, vous cliquez, vous allez regarder le visage de la personne qui vous insulte? Oui, c'est ce que je fais. Je rentre mais vous dans avez le beaucoup profil. de temps. Hein. Oui, moi je rentre dans le... Justement, c'est parce que le message m'a touchée. Ouais. Le message m'a touchée, il a insulté ma mère. Monsieur, et moi, ma mère... ma mère... Et vous l'avez fait? Vous avez le courage de venir à l'émission. Vous avez oublié mon programme, c'est ça? Vous avez oublié que les mercredis, je suis à ces midi. Je vous ai envoyé un message pour vous dire que j'allais aller jusque chez vous. Je ne suis pas allée. Et vous avez oublié, vous êtes venu aujourd'hui à l'émission. Vous avez le courage de venir. Vous l'avez fait ou pas? Vous avez déjà insulté des personnages publics? Jamais. Donnez mon téléphone. Voilà. Toi, tu ne reconnais pas... Je ne reconnais pas là. Tu ne reconnais pas le commentaire. Envoyez son téléphone là. Tu ne reconnais pas le commentaire? Non. Non, ne riez pas, je ne suis pas en train de blaguer. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de blaguer, c'est assez sérieux. Il a insulté ma mère. Je pense que tout un chacun ici a une maman. À la limite, on peut rire, c'est vrai, tout le monde voit la dégameuse qui rit, qui s'amuse et tout. Mais je suis un être humain. Non, Philo, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne suis pas en train de rire, docteur Philo. Docteur Philo, excusez-moi, je ne suis pas en train de rire. Ne faites pas les gens, je ne suis pas en train de rire. Alors. Je ne suis pas en train de rire, s'il vous plaît. Je m'excuse beaucoup, on se respecte. Oui. Mais je suis pas... J'ai tenu à l'exposer pour qu'ils comprennent que nous sommes tous des êtres humains. Vous connaissez son nom? Non, pas vraiment. Prissi, la dégameuse. Alors, elle était en plein dégamage, là. Merci beaucoup. C'est pas un fake. Il a eu chaud. Il a vraiment eu chaud. Alors là... Alors... Et il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce studio qui ont eu chaud, hein, qui se sont dit, ah, et si Caroline me reconnaissait, et si Méliane me reconnaissait, et si Alissa me reconnaissait. Il faut faire attention avec ce qu'on dit sur Internet, parce que vous ne savez pas si ces personnes que vous insultez, vous allez avoir besoin d'eux dans la vie réelle. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez aimé cette émission. Nous, on a eu un divin plaisir à vous la présenter.